Donc cet ouvrage se veut une contribution pour réorienter un peu les opinions de la gauche et du mouvement ouvrier sur la question de la technologie. La machine à briser, c'est le pouvoir des grandes entreprises de la tech. C'est ça la machine à briser aujourd'hui. Chaque fois qu'on déploie une nouvelle technologie, ça veut dire qu'on ne déploie pas d'autres technologies possibles, parfois même existantes. Bonjour Juan. Bonjour. Alors tu es actuellement postdoctorant à l'Université de Liège, en Belgique, et on va aujourd'hui parler ensemble de ton essai qui s'intitule « Un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle », essai qui vient de paraître au mois de septembre 2025 aux éditions Amsterdam. Et c'est un ouvrage donc clair, synthétique et franchement bienvenu pour essayer de faire tomber le voile de la hype et tenter de se désenvoûter collectivement des discours qui, comme tu l'écris, sont tantôt apologétiques vis-à-vis de l'intelligence artificielle ou bien alors complètement apocalyptiques, ainsi que tu l'écris donc en 4e de couverture. Et justement, j'aimerais commencer par là, par cette partie un peu des discours qui saturent notre actualité, des grands médias, aux discussions internes en entreprise. L'intelligence artificielle s'est vraiment imposée comme un sujet incontournable et il voyage accompagné, propulsé même, j'ai envie de dire, par une rhétorique qui est vraiment liée à l'idée que le progrès technique, le progrès technologique serait inévitable, inexorable, nécessaire. Et ma première question, du coup, serait celle-ci. À ton avis, c'est quoi la fonction politique de cette rhétorique de l'inévitabilité qu'on entend, mais vraiment invariablement dès lors qu'on essaie un petit peu de mettre en perspective cette technologie? Merci beaucoup pour cette question et merci pour l'invitation. Donc, il y a, comme tu l'as mentionné, une vocation politique véritablement autour de ce on pourrait appeler une hype technologique, c'est-à-dire la construction d'attentes technologiques qui dépassent très largement les capacités même de la technologie aujourd'hui. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur les termes même de ta question, c'est-à-dire que tu as dit que l'IA est devenue incontournable et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle est devenue incontournable dans le débat public? Et pour moi, la réponse, c'est que elle n'est pas devenue incontournable, elle n'est pas tant devenue incontournable par les encore capacités technologiques de l'intelligence artificielle elle-même, parce que l'intelligence artificielle, comme technologie, comme champ disciplinaire aussi, on pourrait dire, existe depuis très longtemps, au moins depuis 70 ans. Oui. Et il y a des acteurs qui font exister en quelque sorte l'intelligence artificielle dans le débat public, qui l'ont fait sortir aussi un peu des espaces très limités, des chercheuses, des chercheurs, des capitalistes de la science, on pourrait dire aussi, et qui l'ont imposé dans le débat public. Et la question, en fait, de savoir pourquoi il y a cette construction politique de l'attention autour de l'intelligence artificielle est très importante parce que ça permet aussi de comprendre quels intérêts sont aussi derrière les attentes technologiques, la hype technologique, etc. Et c'est une question à laquelle j'essaye de répondre, notamment dans la première partie de l'ouvrage, parce que dans un travail précédent qui s'intitulait Le futur du travail, donc j'essaie d'infirmer, de refuter tous ces discours sur la fin du travail, qu'on entendait beaucoup autour des années 2010, début des années 2020, même si avec l'IA, c'est de retour. Et il y avait une question qui était restée un peu en suspens, qui était de savoir, en fait, d'où viennent ces discours-là. C'est-à-dire, d'où viennent ces discours sur la fin du travail? Beaucoup de gens me disaient, OK, le travail ne va pas arriver à sa fin, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'acharnent à croire, et surtout s'acharnent à faire croire aux autres qu'il y aura une fin du travail, une disruption technologique, etc. Et là, on en vient à la réponse à ta question, qui est qu'il y a des acteurs qui ont intérêt à faire croire en ces mythes de la fin du travail, en ces mythes de la disruption technologique, en ces mythes de l'intelligence artificielle générale, etc. Et pour moi, il y a 3 types d'acteurs qui sont à l'origine de ces attentes technologiques, de ces hypes. Le premier, c'est bien sûr les capitalistes de la science, comme on pourrait les appeler. Ce sont des chercheurs entrepreneurs, donc ce sont des gens qui sont jugés partie du changement technologique. Mmh. En France, tu identifies qui, par exemple? En fait, qui vont de Sam Altman aux États-Unis, qui vont de Zuckerberg et Musk aux États-Unis, à des chercheurs en France. Enfin, je saurais pas donner des noms là tout de suite, mais en tout cas,
il y a des, enfin, il y a un écosystème de recherche en IA qui est très lié au secteur privé. Enfin, Yann Lequin, on peut citer Yann Lequin dont tu parles. On peut citer exactement Yann Lequin, français qui aujourd'hui travaille pour Meta, qui développe l'IA du groupe Meta. Non, absolument. On peut penser à Luc Julia. Enfin voilà, tu m'as rafraîchi la mémoire. Mais il y a en effet tout un tas de chercheurs entrepreneurs qui sont à l'origine de ces attentes technologiques, de faire croire en fait que l'IA est une technologie révolutionnaire alors que c'est une technologie qui est là encore très ancienne. Et le but de ces attentes aussi, c'est de occulter les limites même de la technologie, les critiques, les risques potentiellement liés à cette technologie. Ou si c'est pour parler des risques, en fait, on va pas évoquer les risques plutôt réels qui sont ceux de exploitation des travailleuses et travailleurs, destruction de la nature, utilisation de ressources naturelles, etc., ou encore l'utilisation dans des crimes de guerre à Gaza, des choses comme ça. Et donc ça, c'est le premier acteur qui est celui qui a le plus intérêt à faire croire ça. Mais de l'autre côté, il y a deux autres acteurs que moi j'identifierais. Le premier, c'est les médias, évidemment. Après, il y a tout un aspect paradoxal de critiquer l'attention des médias sur les nouvelles technologies tout en parlant dans un média, mais on pourrait y revenir. Et non, je pense que c'est bien aussi de porter des voix contradictoires, justement. Et ça, on en parlera peut-être plus tard. Et les médias, justement, ont cette relation symbiotique, comme dit Anthony Galuzzo, c'est-à-dire le fait que elles ont besoin des clics, elles ont besoin de publicité, d'annonceurs. Bon, voilà, ils ont besoin de l'attention de sujets concernants aussi, comme on dit dans le milieu des médias. Et les entreprises du numérique ont besoin des médias pour faire parler de leurs entreprises, etc. J'évoquerai peut-être, j'en parle pas dans le livre, mais une anecdote personnelle. J'avais été invité à une table ronde d'un grand média national pour parler de l'intelligence artificielle. Et dans la table ronde étaient invitées des entreprises du numérique aussi. Et la table ronde s'est ouverte par ce qu'on appelle une démo, c'est-à-dire la mise en scène donc d'une entreprise, de son outil numérique, etc. Et le démo ne s'était pas très bien marché, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez récurrent dans les démos. Récemment aussi, je crois que c'est Meta qui, voilà, avec ses nouvelles lunettes connectées, avait fait une démo qui s'était très mal passée. Bon, etc. Mais voilà, on voit bien ce lien très organique entre les médias et les entreprises du numérique. Et dernièrement, je finis cette longue réponse en mentionnant les États. Les États aussi qui ont un intérêt plutôt géostratégique à développer des technologies dans le cadre d'une concurrence géopolitique très acharnée, de plus en plus acharnée, et surtout où certains sont plus en avance que d'autres. Voilà à peu près comment on peut expliquer, comment on peut répondre à ta question. Alors je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur aussi les effets concrets de ces hypes, des effets de sidération, des effets finalement d'annihilation presque politique, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. J'aimerais vraiment là qu'on bascule directement sur la thèse centrale de l'ouvrage, qui a vraiment ce mérite de remettre la question du travail au sens labeur au cœur de l'analyse, là où on se méprend, me semble-t-il, à beaucoup d'endroits en considérant qu'il s'agit presque de machines, ne serait-ce que la qualification de artificielle dans l'intelligence artificielle est une vraie erreur conceptuelle. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mettre un voile sur la réalité du travail qui sous-tend cette technologie. Et donc, toi, ta thèse, c'est que donc l'IA, loin de remplacer massivement des emplois comme on l'entend dans certains discours apocalyptiques, elle contribue, lorsqu'elle est déployée, à simplifier, standardiser et parcelliser le travail. En clair, on pourrait dire à le dégrader. Du coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu, toi, l'apport conceptuel que tu fais en t'appuyant sur cette idée donc de taylorisme augmenté? Oui, c'est en fait, donc comme tu l'as dit en introduction, je suis sociologue du travail de profession. C'est-à-dire que je m'intéresse de façon générale au travail, aux transformations du travail, aux organisations du travail. Et l'intelligence artificielle était pour moi vraiment une opportunité pour, là encore, donner à voir concrètement qu'est-ce que c'est que le changement technologique au travail. Et il y avait vraiment l'idée aussi de démystifier cette technologie qui est présentée là encore comme exceptionnelle, comme révolutionnaire, et montrer plutôt la continuité entre le taylorisme tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire la chaîne de montage, le chronométrage, la parcellisation du travail, Charles Chaplin dans les temps modernes,
et l'intelligence artificielle telle qu'on la présente aujourd'hui comme, là encore, cette technologie exceptionnelle par-dessus toute autre chose. Et vraiment tracer cette ligne de continuité, ou plutôt tirer ce fil de continuité, permet justement de démystifier cette technologie-là et montrer qu'en réalité, cette technologie n'est rien d'autre qu'un taylorisme et qu'un taylorisme augmenté. Pourquoi taylorisme augmenté? Là encore, c'est en réponse à tous ces discours sur le travailleur augmenté, que le travail deviendrait plus intéressant, donc forcément plus qualifié. C'est-à-dire que le travail, en devenant plus complexe, plus abstrait, en fait, forcément, ça impliquerait plus de qualifications, et donc il y aurait juste un besoin d'adaptation, puisque c'est pas la technologie de s'adapter aux êtres humains, mais toujours dans cette idéologie du progrès des individus à s'adapter à la technologie. Donc il y aurait vraiment cette vision aussi très unilatérale, très univoque de tout le monde en bénéficierait finalement, puisque voilà, c'est le progrès qui est forcément bénéfique pour l'ensemble de la société, et ça, indépendamment du contexte d'application de cette technologie-là. Il y a moi j'étudie le monde du travail depuis au moins une dizaine d'années, et c'est des choses que j'avais commencé à déjà voir dans mes enquêtes sur l'industrie automobile. Comment en fait le numérique, au lieu justement de rendre le travail plus intéressant, plus complexe, plus abstrait, et donc forcément plus agréable, moins pénible, en fait a cet effet paradoxal de rendre le travail en réalité plus intense, ou plutôt de dégrader le travail. Et qu'est-ce que je fais pour le cas de l'intelligence artificielle? Je mobilise une idée qui est celle d'un sociologue qui m'est très cher, qui s'appelle Alessandro Del Fanti, qui est un sociologue italien, enfin d'origine italienne, qui travaille sur Amazon. Et lui, il dit en fait, chez Amazon, on observe une forme de dépossession machinique, qui est une forme en réalité de taylorisme augmenté. C'est-à-dire que des travailleurs qui sont déjà pas très qualifiés ont parfois une connaissance un peu tacite, un peu implicite par exemple, de l'emplacement des marchandises dans l'entrepôt. Et lorsqu'ils ont une commande à préparer, en fait, ils savent très bien où se diriger, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec les outils numériques? En fait, ils doivent, par exemple, avec soit la commande vocale, soit avec d'autres systèmes numériques, suivre notamment un outil qu'ils portent eux-mêmes, un outil portatif qui leur dicte en fait l'emplacement des différentes marchandises dans l'entrepôt. En fait, ils sont dépossédés de cette connaissance tacite. Et là, c'est en ce sens-là qu'il parle d'une dépossession machinique. Moi, je le vois aussi dans l'industrie automobile, dans un exemple que j'ai étudié, où des ouvriers avaient un listing papier, donc ils savaient donc sur le listing quelles pièces fallait monter sur le véhicule à quel moment. Et donc on a remplacé ça par un système où des robots viennent acheminer des pièces directement sur les postes de montage, et les ouvriers n'ont plus à suivre ce listing papier. Et en fait, avec l'argument de l'entreprise que le travail serait devenu moins pénible parce qu'il y aurait plus de charge mentale, en fait le travail se voit intensifié puisque les ouvriers se consacrent aux gestes à valeur ajoutée, donc les gestes de montage. Et cette logique de dépossession machinique, je la déplace ou je l'applique en quelque sorte à l'intelligence artificielle contemporaine, en montrant que ça concerne aussi les professions dites créatives, dites intellectuelles, les cols blancs, etc. Cette logique de dépossession, donc de taylorisme, s'applique de façon plus générale à toutes ces autres professions qui jusqu'à présent se croyaient un tout petit peu à l'abri de toute forme de déqualification, de dégradation du travail. Voilà à peu près le cœur du propos de l'ouvrage que j'essaie de défendre. Alors, une autre des idées qui est vraiment, mais invariablement, et là, j'insiste parce que j'ai quand même souvent l'occasion soit de modérer des panels, soit de prendre la parole sur des sujets liés à l'IA, et que du coup, j'ai un petit peu le catalogue des arguments canoniques assez bien en tête. Et c'est très lié à cette idée de dépossession machinique. C'est véritablement cette idée qui est souvent énoncée par des patrons, selon laquelle ce ne sont pas précisément les tâches qualifiées qui seront mises en danger, mais bien les tâches les plus monotones et moins qualifiées. Oui. Donc, là où j'ai trouvé effectivement très intéressant l'idée de dépossession machinique, c'est que tu montres à certains endroits, par exemple un travail qualifié, comme la traduction, il y a une dépossession machinique qui s'applique puisque le traducteur ou la traductrice devient finalement un superviseur d'un premier jet qui aurait été fait par l'IA, par exemple. Et donc, en fait, le rapport premier au texte s'efface, peut-être ce qui faisait d'ailleurs le sel de la traduction, je sais pas, c'est pas mon métier, mais j'imagine. Oui. Et même ces professions qualifiées, finalement, voient leur
leur travail dégradé, en quelque sorte. Oui, absolument. Non, tout à fait. Et c'est pour ça que cette idée de dépossession machinique, j'essaie de l'étendre au-delà des univers industriels, de la logistique, de l'industrie automobile, qui sont les sujets, enfin les secteurs que j'ai le plus étudiés dans ma carrière, à tous ces autres secteurs qui sont le journalisme, le graphisme, la traduction, etc., etc. Et on retrouve là encore cette idée très taylorienne, en fait, que le métier, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que le métier, c'est ce qui permet aux travailleuses et aux travailleurs de exercer un certain degré de contrôle sur le processus de travail. C'est-à-dire, ils contrôlent le rythme de travail, donc la vitesse à laquelle il ou elle travaille, et aussi la façon de travailler. Et quand le taylorisme a été pensé, notamment à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le but du taylorisme, c'était justement de s'attaquer aux ouvriers professionnels, aux ouvriers de métier, qui étaient véritablement vus comme, en fait, un obstacle à l'accumulation du capitalisme, notamment aux États-Unis, qui était un pays, en fait, presque sans classe ouvrière, avec que des ouvriers très qualifiés et du coup beaucoup de pénurie de main d'œuvre qualifiée, etc. Au moment où en fait il y a une vague d'immigration immense en fait qui arrive dans les grandes villes, et du coup les patrons se posent la question de comment faire entrer tous ces ouvriers peu qualifiés à l'usine, qui n'ont justement pas de métier, et comment faire sortir ces ouvriers professionnels de l'usine parce qu'ils contrôlent le processus de travail. Et un des moyens de le faire, c'était l'organisation dite scientifique du travail, qui est un terme patronal d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut parler plutôt de taylorisme. Et donc un moyen de le faire, c'était le taylorisme, donc cette parcellisation de tâches, donc le fait de étudier le poste de travail, de le dissocier en un ensemble de tâches distinctes pour pouvoir les distribuer à des ouvriers partiels, comme on dit, donc des ouvriers sans qualification ou moins qualifiés. Aussi dans l'idée qu'il y a une dissociation entre la conception et l'exécution. Donc, il y a des gens qui exécutent les ordres des premiers, donc des organisateurs du travail. Et enfin, le fait que c'est l'employeur qui s'arroge le monopole de l'organisation du travail. En gros, c'est lui qui décide et c'est les autres qui exécutent, plus ou moins. Et cette logique-là, c'est une logique qui, en réalité, je pense que aucun de mes collègues sociologues du travail ne serait surpris si je dis ça. C'est quelque chose que l'on trouve tout au long du XXe siècle. Sauf que on le trouve aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et du coup, il faut ramener l'intelligence artificielle un peu sur Terre, la remettre sur ses pieds, pour ainsi dire, pour rappeler en fait que c'est un outil patronal parmi d'autres pour pouvoir accroître le contrôle sur le processus de travail. Très intéressant. Et donc, dans cette droite ligne, tu expliques également que ce dispositif technologique sert, alors de façon peut-être moins surprenante, mais il faut quand même en parler, une intensification du contrôle algorithmique. Tu donnes notamment l'exemple qui est peut-être connu, mais qu'on peut quand même prendre le temps de déplier, des plateformes numériques de l'économie de plateforme avec Uber, où finalement il y a des algorithmes à différents endroits, d'une part pour dispatcher le travail, mais aussi a posteriori pour évaluer les conducteurs ou conductrices, et que cette évaluation va servir là aussi une fonction contrôlante, puisqu'elle peut permettre l'éviction automatique d'un conducteur jugé pas assez performant en fonction de critères d'ailleurs qu'on ne connaît pas tout le temps. Donc, est-ce que tu peux un petit peu déplier ce régime algocratique, comme c'est une expression qui est mobilisée aussi, sur le travail et ses conséquences? Oui. Un des aspects qui m'intéressait dans l'ouvrage, c'était le dernier volet de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette dimension de contrôle, ou plutôt d'organisation du travail entre les mains de l'employeur. Et là encore, tout un tas de travaux commencent à là encore mettre un peu de l'ordre dans cette exceptionnalité qu'on prétend, qui est celle de l'intelligence artificielle et des algorithmes, en disant en fait le dit management algorithmique, on n'a rien là encore d'exceptionnel, mais s'inscrit dans cette longue histoire des systèmes de contrôle, comme on dit en sociologie et en économie du travail, qui est la volonté des employeurs donc de dicter une certaine façon de travailler à ses travailleurs. Et il y a plusieurs dimensions donc de ce contrôle sur la main-d'œuvre, qui est, si je me souviens bien, parce que j'ai pas mon livre sous les yeux, discipliner, surveiller et diriger.
Non, diriger, surveiller et j'en rappelle plus le troisième. Je lis là, et en plus je l'ai lu. Ah, merci beaucoup. Tu peux continuer et après je te dis. Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que là encore, j'essaie de me pencher en plus sur un exemple historique. Il y a un auteur qui m'est très cher qui s'appelle. C'est Voilà. diriger, évaluer et discipliner. Diriger, évaluer et discipliner. Merci beaucoup. En plus, je l'ai noté juste quand tu l'as mentionné. Diriger, évaluer et discipliner. C'est-à-dire que il y a un auteur que je mobilise qui m'est très cher, qui s'appelle Stephen Marglin, qui est un économiste américain, qui écrit en 74 un article qui est devenu très célèbre, qui est très provocateur, qui s'appelle What Do Bosses Do, en gros, qui a été traduit par À quoi servent les patrons. Et si on pourrait avoir une autre traduction plutôt comme que font les patrons ou que font les contremaîtres, puisque là, bosses, c'est plutôt les agents de maîtrise. Enfin, voilà. Et la réponse qu'ils donnent, c'est qu'ils servent à rien dans le sens où ce sont des acteurs qui se sont introduits comme des intermédiaires entre les ouvriers et le marché et qui ensuite ont eu pour rôle politique de contrôler le travail. Et les algorithmes n'ont rien de très différent de ce rôle que Marglin décrit pour le 19e siècle et pour le début du 20e siècle. Les algorithmes n'ont rien de fondamentalement différent par rapport à ça. C'est que les algorithmes aussi, notamment dans l'économie de plateforme, se placent comme cet intermédiaire entre les travailleurs, les travailleuses et le client, et le marché. Il y a véritablement un rôle en quelque sorte parasitaire même de ces plateformes-là à fournir des services qui existaient déjà dans la société. Les taxis ont toujours existé, les services d'aide à domicile ont toujours existé, comme dans le cas de Wikasa, la livraison du dernier kilomètre a toujours existé, etc., etc. Mais du coup, ces outils numériques ont permis à ces plateformes de devenir des sortes d'acteurs incontournables et parasitaires en quelque sorte pour vivre de rente, comme on dit, etc. Et du coup, la façon de le faire, c'est véritablement cette question de diriger, évaluer et surveiller et punir aussi pour les travailleuses et les travailleurs. Et j'en viens donc au cœur de la question. Ce préalable, à mon avis, était nécessaire pour vraiment comprendre pourquoi est-ce que ces plateformes agissent telles qu'elles agissent aujourd'hui, qui agissent tout simplement comme n'importe quel patron, en réalité, comme n'importe quel patron un peu despotique au travail. Et ce que l'on trouve notamment dans l'économie de plateforme, c'est ce niveau de surveillance, d'évaluation et de discipline qui l'on trouvait plus tellement dans les environnements de travail dits conventionnels, donc pas de l'économie de plateforme. Et l'exemple que tu cites, celui de Uber, à mon avis, est un des plus radicaux, je ne sais pas, un des plus extrêmes, où notamment les travailleurs sont surveillés ou évalués à partir de leur performance de conduite. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais Uber avait mis en place aussi dans son application, surtout pour les conducteurs et les conductrices, un système d'évaluation de leur niveau de conduite, de leur qualité de conduite. C'est-à-dire que l'accéléromètre qui est inclus dans tous les smartphones est lié à l'application pour évaluer, par exemple, les virages brusques, pour évaluer les freinages, des choses comme ça. Et en fait, la plateforme, elle exerce ce niveau d'asymétrie d'information où les travailleurs, ils savent pas qu'ils sont surveillés en permanence. Ou du moins, ils ne le savent pas au début et après, évidemment, ils le sauront. Mais ils savent pas qu'ils sont surveillés à ce niveau-là. Après, ce niveau de surveillance, comme je l'ai dit, c'est très propre à l'économie de plateforme et on le trouve peut-être un tout petit peu moins dans l'économie conventionnelle. Je rappelle que Amazon a été condamné par la CNIL il y a 2 ans à peu près parce que justement, l'entreprise avait mis en place un système de surveillance beaucoup trop intrusif et les syndicats avaient eu raison de le dénoncer. Et donc, Amazon avait été quand même repris sur cette question-là. Donc, il y a quand même des limites. Et je finis justement sur cette question des limites, c'est que, certes, on insiste beaucoup sur que notre patron serait devenu un algorithme. Moi, je suis contre ce genre de formulation parce que, là encore, c'est de donner de l'agentivité à des outils numériques et déresponsabiliser en réalité les vrais employeurs qui sont soit Uber, soit Amazon, qui sont eux qui décident de quels outils numériques déployer dans le cadre des entreprises. Et dans d'autres pays, il y a énormément de limites aussi au déploiement des outils numériques dans les environnements de travail. Alors qu'en France, bon, ces limites sont un tout petit peu moindres, mais là encore, il existe quand même des limites à ce pouvoir numérique des patrons. Ok, ben parfait, merci pour cette transition.
parce que ça va être le gros... Bon, c'était très intéressant de déplier cette idée de taylorisme augmenté, mais je dois dire que ce qui m'anime aussi beaucoup, et je suis pas la seule, maintenant, ça va être la question des dépassements, un petit peu une fois qu'on a bien compris les constats et les enjeux. Donc effectivement, tu décris en quoi l'IA est une machine à dégrader l'organisation du travail, déposséder les travailleurs et travailleuses de leur autonomie. Alors, est-ce qu'on peut véritablement penser des pistes de dépassement en dehors de ce standard néolibéral autoritaire? Et pour commencer, j'aurais vraiment aimé avoir ton avis sur ce qui revient peut-être souvent dans les débats, mais cette idée peut-être d'une erreur d'appréciation de Marx et de certains de ses descendants quant à un potentiel d'émancipation grâce aux machines. C'est quelque chose qu'on a pu lire quand même dans les écrits marxistes, l'idée que la machine viendrait comme sauveur presque pour libérer les ouvriers du labeur précisément et leur permettre d'accéder à l'instruction en partie. Et tu l'écris dès l'introduction, hein, tu écris, je cite, « Le mouvement ouvrier et le socialisme ont été pris au piège, croyant qu'il serait possible de domestiquer les machines en les détournant de leur usage capitaliste. » Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce point particulièrement? Oui. Non, tout à fait, tout à fait. Je renvoie aussi à une postface que j'ai écrit pour la réédition d'un texte de Marx, justement, qui est le célèbre fragment sur les machines, qui a été publié dans la petite bibliothèque Payot. Et dans cette postface, je reviens un peu plus sur ces débats sur la libération par les machines. D'ailleurs, c'est le titre de la postface. Et sur ces lectures au sein de la gauche de ce texte de Marx qui a beaucoup, qui a eu un rôle assez pernicieux parce que il a été lu un peu comme si c'était quelque chose que Marx avait dit et qui était gravé sur la roche et que il ne pouvait pas en être autrement. Alors que c'est un texte qui, est provisoire, un brouillon, etc. Mais en tout cas, beaucoup de gens se sont inspirés, notamment dans la gauche, de ce texte de Marx, pour défendre cette idée d'émancipation par les machines. Et donc, dans l'ouvrage, plutôt, je reviens un peu plus sur les alternatives politiques. Et en effet, il y a cette alternative qui a été défendue par la gauche, par le mouvement ouvrier pendant toute une partie du XXe siècle et du XXIe. Je dirais pourquoi XXIe aussi. Qui est celle on peut dire ça que ça se rattache à l'accélérationnisme en quelque sorte. Sauf que le changement technologique là encore serait unilatéralement bénéfique puisque en fait une fois que les machines auront changé de propriétaire en quelque sorte, en fait tout le monde pourra en bénéficier, et on sera libéré du travail. Cette malédiction qui est à la fois de Dieu et à la fois du capitalisme. Moi, cette position me satisfait pas du tout. Me satisfait pas du tout parce que je défends l'idée que il y a la technologie, il existe des choses qu'on appellerait des trajectoires technologiques. C'est-à-dire que des technologies qui ont été pensées au début pour un certain usage ne peuvent pas être juste détournées, réemployées pour d'autres usages, des usages potentiellement émancipateurs. C'est-à-dire qu'un outil qui est pensé comme un outil de domination ne peut pas juste être utilisé à des fins d'émancipation. Et l'exemple que je donne dans l'ouvrage, c'est celui de la chaîne de montage, qui est pensée comme évidemment par les employeurs, par les capitalistes, comme le nec plus ultra de la dissociation entre conception et exécution, comme vraiment une incarnation des meilleures incarnations du taylorisme. Et pourtant, on ne peut pas penser qu'une chaîne de montage socialiste serait possible. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas juste se dire que tout le monde voudra travailler dans une chaîne de montage, si elle est possédée collectivement, si elle est dans un état socialiste ou tout simplement possédée collectivement. Plutôt, il faudrait penser que, au contraire, on s'en débarrassera de ce genre d'organisation du travail. Et de la même façon, de façon analogue, on peut penser que, puisqu'il ne peut pas y avoir de chaîne de montage socialiste, il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle socialiste, du moins l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, pensée principalement comme cet outil de domination qui est aussi un outil qui nécessite d'énormément de moyens, d'infrastructures, de ressources naturelles, d'eau, de matériaux rares, etc., ne peut pas juste être employé à des fins émancipatrices, ne peut pas juste être utilisé pour réduire le temps de travail qui était la revendication du mouvement ouvrier et du mouvement socialiste pendant toute une partie du XXe siècle, comme étant le principal résultat du changement technologique aujourd'hui. Non, mais c'est très clair et je trouve que c'est un point
qui mériterait d'être vraiment discuté de façon très large, parce qu'il rencontre vraiment une résistance, je pense, au sein même des gens, je dis gens, mais en fait des personnes qui sont dotées de toutes les meilleures intentions de la Terre, mais qui sont encore un petit peu engluées dans ce besoin technologique et du coup qui vont réfléchir à comment faire une IA éthique ou humaniste. La Oui. question m'a été posée ce week-end. Il y a féministe même, on peut entendre parfois. Voilà. Donc, je trouve que cette position claire qu'il ne peut pas y avoir d'IA socialiste, on peut rajouter tous les qualificatifs qu'on veut à la place du terme socialiste, d'IA qui serait différente, émancipatrice, a le mérite de poser au moins un jalon à partir duquel réfléchir à ce que seraient d'autres alternatives. Peut-être avant de l'aborder, j'aimerais quand même qu'on revienne aussi sur cette tentation au sein d'une certaine gauche spéculative post-marxiste, plus contemporaine que les écrits du 19e, de penser effectivement une émancipation par les machines. Et c'était notamment l'hypothèse de Aaron Bastani dans son livre sur le luxury communism. En quoi est-ce que cette perspective, elle est finalement une tentative de spéculation, mais qui a été rendue caduque par les développements actuels de l'intelligence artificielle? Oui, bah en fait, tu mentionnes donc ce courant accélérationniste qui s'est développé dans la moitié des années 2010 et il part je pense que d'une intention quand même louable, qui est de dire que voilà, le monde est en crise et au lieu de défendre des perspectives un peu pessimistes, ils voulaient défendre une perspective un peu plus optimiste et émancipatrice. C'est-à-dire que alors que tout aurait poussé vers le pessimisme, eux ils disent en réalité tout pousserait plutôt vers l'optimisme puisque le monde de demain sera radieux grâce au changement technologique. Donc il y a Aaron Bastani, il y a aussi Nick Srnicek, bon j'imagine que je le prononce incorrectement, et Alex Williams, donc avec leur à la fois le manifeste accélérationniste publié en 2013 si je me trompe pas, et ensuite leur livre Inventing the Future, donc inventer le futur, donc le titre en soi est un manifeste, et qui défendait donc cette idée-là de que la gauche était empêtrée un peu dans un logiciel du XXe siècle, et qui était le logiciel qui consistait à revendiquer l'égalité salariale, moins de temps de travail, des choses comme ça. Et eux, ils disaient, en fait, il faut revendiquer plutôt le communisme maintenant. C'est-à-dire que il y aurait la perspective de dépasser le capitalisme, voire même, il y aurait une voie capitaliste au communisme. Et moi, toute cette perspective du communisme algorithmique, c'est un terme aussi qui a circulé un peu autour de ces textes-là, m'insatisfait profondément parce que alors, il y a deux raisons principalement. La première, c'est que je pense qu'ils lisent mal les effets du numérique sur le travail et des nouvelles technologies au travail. C'est-à-dire que là encore, c'est cette idée que la technologie pourrait être réemployée, et c'est le terme qu'ils utilisent, cette sorte de réemploi de la technologie à des fins émancipatrices, évacue la question justement des trajectoires technologiques. De se dire que ce sont des technologies capitalistes, pensées à des fins de domination, et qu'elles peuvent pas seulement être réemployées pour faire advenir un communisme technologique ici et maintenant, réellement existant en quelque sorte. Et de l'autre côté, la deuxième point sur lequel cette perspective ne me satisfait pas, c'est que ils sont très sceptiques aussi vis-à-vis des acteurs du changement social qui, pour moi, c'est toujours le monde du travail. C'est-à-dire que le monde du travail porte en lui aussi toujours des perspectives un peu subversives et d'émancipation. Alors que pour eux, justement, le monde ouvrier, les travailleuses et les travailleurs seraient en quelque sorte un reliquat du passé qu'il faudrait dépasser. Et la perspective politique qu'ils défendent est assez marrante. Bastani, Williams et Srnicek, ils étaient des grands défenseurs de Corbyn au Royaume-Uni, puisque c'est surtout des penseurs anglo-saxons. Donc c'est juste c'est cette sorte de hyperbole autour du communisme de luxe retombe très très vite, puisque leur seule perspective politique c'est de mettre un bulletin de vote dans une urne, il y a un gros décalage entre cette perspective et les orientations stratégiques qu'ils défendent. Voilà à peu près pourquoi cette orientation, cette perspective ne me satisfait pas. Ok. Alors toi, tu t'inspires d'un autre mouvement, alors pour le coup vraiment ouvrier, né dans l'Angleterre industrielle, qui est le ludisme.
t'appelles de tes voeux un renouveau ludique. Est-ce que tu peux très brièvement rappeler de quoi il s'agit et puis peut-être expliquer en quoi réinvestir le ludisme permettrait d'ouvrir de nouvelles pistes stratégiques pour les critiques des technologies et de l'IA en particulier? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs options stratégiques aujourd'hui face à la technologie, face au changement technologique, à l'intelligence artificielle et face aussi au pouvoir de la tech. Parce que, de fait, le pouvoir de la tech, des grands patrons de la tech inspirent beaucoup de rejet. Et donc, beaucoup de gens se posent des questions aussi de que faire face à cette situation, à ce pouvoir de mesurer d'une poignée d'individus, tout simplement. Bezos, Zuckerberg, Musk et compagnie. Et la première option stratégique est celle donc de cet accélérationnisme sur lequel je suis revenu tout à l'heure. Et il y a deux autres options stratégiques qui me satisfont pas et qui justement je leur oppose le renouveau ludique. Le premier, c'est la perspective d'une régulation. En gros, face au pouvoir de la tech, en fait, il faudrait réguler, il faudrait plus de lois, un meilleur cadrage juridique, etc. Et une autre option qui est plus celle du monde du travail, c'est celle de la négociation. En gros, il faudrait négocier les retombées de l'intelligence artificielle. Et ça s'incarne notamment dans un projet qui s'appelle Dial-IA, qui est Dialogue social sur l'IA, et qui est porté par des organisations syndicales et qui est un projet qui est très bien, qui est très louable, etc. Mais moi, je pense qu'aucune de ces deux options est suffisante. Pourquoi ? Parce que d'un côté, la question de la régulation est problématique par bien des aspects. C'est-à-dire que la régulation telle qu'elle existe aujourd'hui est une régulation qui vise principalement à créer un marché de l'intelligence artificielle et qui ne porte pas sur ses applications les plus problématiques. Par exemple, on va réguler la vidéosurveillance algorithmique, mais ça permet en même temps de faire exister la vidéosurveillance algorithmique. C'est pas une régulation qui vise à interdire des technologies. Alors que c'est un type de technologie qui, à mon avis, mériterait d'être tout simplement interdite. La question de la négociation est bien, mais là encore, j'ai l'impression que ça renvoie donc à ces illusions technophiles du monde du travail en disant, en fait, ces technologies, on pourrait en tirer quand même bénéfice. En se disant que, voilà, on va repartir le gâteau en parts égales entre l'employeur et les employés. Mais là encore, c'est à mon avis en deçà de ce que pourraient faire les organisations de travailleurs aujourd'hui. Et c'est dans cela que j'appelle au renouveau ludique. Et le renouveau ludique, c'est quoi ? Ça renvoie à un mouvement de travailleuses et de travailleurs du début du 19e siècle, principalement autour des années 1811-1813, et qui, face donc à l'arrivée des machines industrielles, des premières machines industrielles, ont fait le choix donc pas tant de négocier le changement technologique et les retombées de celui-ci, mais plutôt de refuser les machines. Ça a pris la forme surtout du bris de machines, mais d'autres moyens d'action aussi. Ça a pris aussi la forme, par exemple, de pétitions envoyées au Parlement, mais aussi de destruction des matières premières. On a brûlé aussi beaucoup de maisons, de manoirs, de grands patrons. Voilà, à peu près, c'est la panoplie d'actions, le répertoire d'actions, comme on dit, de tous ces ouvriers-là. Mais en tout cas, en détruisant ces machines, ces ouvriers, justement, ils défendaient un autre changement technologique. C'est l'idée qu'un autre changement technologique était possible. C'est-à-dire qu'ils défendaient l'idée que des alternatives technologiques pourraient exister. Et je rappelle un peu plus sur des débats contemporains, c'est que chaque fois qu'on déploie une nouvelle technologie, ça veut dire qu'on ne déploie pas d'autres technologies possibles, parfois même existantes. L'exemple que je cite un peu dans l'ouvrage est celui de la machine-outil à commande numérique, qui a été utilisée aussi comme un moyen de déqualification des ouvriers tourneurs-fraiseurs. Pourtant, des technologies alternatives existaient qui étaient respectueuses de la qualification des ouvriers tourneurs-fraiseurs. C'est ce que montre l'historien David Noble dans son célèbre ouvrage Forces of Production. Et donc, ce que je défends donc dans ce renouveau ludique, c'est de dire que des trajectoires technologiques alternatives existent. C'est-à-dire que refuser l'intelligence artificielle est possible, voire souhaitable, et que cela impliquerait donc qu'on puisse ouvrir un espace démocratique entre toutes les forces sociales qui s'opposent à la tech, au big tech, pour discuter de quelle technologie a besoin aujourd'hui la société. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Probablement pas. Et donc, on pourrait même se dire qu'il faut refuser aussi certaines technologies. Voilà. Ok, c'est plus clair parce que c'est vrai que
autant j'adhère et je trouvais cool la piste du renouveau ludique, mais j'étais pas sûre de comprendre la toute dernière phrase où t'empruntes à Morozov l'idée qu'une autre IA est possible. Et du coup, je me disais, mais en fait, est-ce qu'il veut dire qu'il faut qu'on fasse de l'IA, ce qu'on disait tout à l'heure, qui était inopérant, à savoir non capitaliste ou qu'on pouvait détourner son usage? Quelle était l'idée du coup? Oui, on m'a beaucoup reproché cette dernière phrase parce que on dirait que je me contredis avec ce que je viens de dire juste avant, enfin dans l'ouvrage. Mais enfin, en réalité, pour le dire autrement, je reprends un peu l'idée que j'ai mentionnée, c'est que quand je dis qu'une autre IA est possible, enfin, ça implique plutôt que d'autres trajectoires technologiques sont possibles. Et que, donc, en fait, si IA, il doit y avoir, ça impliquerait, en fait, qu'on puisse au moins refuser l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un tout petit peu plus clair. Ça invite aussi, non pas à réemployer la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui, mais à penser des technologies alternatives carrément à celles qui existent aujourd'hui. C'est plus clair, en effet. Voilà. Et je voulais juste, dans le sillage de cette question, repartir aussi d'une phrase qui est elle-même très claire de la 4e de couverture, qui dit « Résister à l'emprise des machines, ce n'est pas rejeter le progrès, mais s'attaquer aux intérêts du patronat ». Considères-tu qu'à gauche, cet enjeu est suffisamment compris aujourd'hui ? Je pense que, à un moment donné, dans l'ouvrage, je parle d'un ludisme diffus, c'est-à-dire l'idée que il y a de fait un rejet, comme je l'ai dit à l'instant, des figures de la tech, du pouvoir de la tech, de l'application de certaines technologies. Ce refus est encore très moral et individuel, en disant « moi, je n'utilise pas ChatGPT. Moi, je fais ceci, je fais cela, etc. » Et à mon avis, ça part d'un bon sentiment, je pense que ça part d'une bonne intention, mais il faut rendre cette question collective. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse s'organiser collectivement contre le pouvoir de la tech. C'est pour ça que, je ne sais plus si c'est dans l'ouvrage ou ailleurs, je parle de la possibilité d'une alliance entre le mouvement ouvrier et toutes les associations qui combattent aujourd'hui déjà contre l'usage de l'intelligence artificielle, les usages les plus pernicieux, soit guerriers, soit de vidéosurveillance de masse. Il y a la possibilité d'une alliance, etc. Et je pense que à gauche, on commence à comprendre en fait que la position qui a été celle du mouvement ouvrier tout au long du XXe siècle, pas de tous d'ailleurs, il y a aussi, c'est un peu plus ambigu que ça, mais qui a été majoritaire pour le dire vite. Cette position, en fait, elle était pas la bonne, et qu'il faudrait justement s'en débarrasser. Et je pense qu'il y a une fenêtre de tir avec les débats contemporains sur l'intelligence artificielle qu'il faut saisir pour que ce débat ait lieu. Et donc cet ouvrage fait partie, enfin plutôt se veut une contribution à ce débat, justement pour réorienter un peu les opinions de la gauche et du mouvement ouvrier sur la question de la technologie. Et tu vois des partis se saisir d'une position de refus aujourd'hui, ou est-ce que le coût politique est trop considérable vis-à-vis du grand public ? Je pense que c'est pas tant que les partis ne s'en saisissent pas que ils voient pas l'importance de s'en saisir. C'est-à-dire que je dirais que, comment dire, je pense pas qu'ils pensent que le coût est trop important, mais je pense que il y a une sorte d'incompréhension des enjeux du débat, enfin des termes du débat même. Et l'ouvrage s'ouvre par une citation que j'aime beaucoup de cet historien, donc David Noble. Il dit qu'une guerre fait rage, mais un seul des deux camps est armé. Voilà comment se résume la question de la technologie aujourd'hui. Et donc mon but dans cet ouvrage, c'est aussi de armer le mouvement social de façon plus large face à la question de la technologie, que au moins il puisse se poser la question de la technologie. Voilà. Ok, mais je pense qu'il y a de vraies, de vraies bonnes pistes encourageantes, mais je vois encore une impasse. En tout cas, la question ne me semble pas assez posée stratégiquement avec robustesse dans les grandes organisations politiques électoralistes, on va dire. Oui, non, je pense que enfin, t'as dit, oui, que la plupart des organisations, enfin, j'ai répondu en disant que la plupart des organisations de gauche ne se posaient pas la question, mais c'est pas vrai. En fait, par exemple, la France Insoumise se pose la question. Et leur programme, dans l'avenir en commun, il y a tout un volet sur le numérique qui, moi, me satisfait pas du tout. Parce qu'en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils défendent l'idée d'une IA bleu, blanc, rouge.
En gros, il faut une sorte de cloud, un numérique français, bien franchouillard. Mais le but est vraiment juste de placer la France dans la concurrence internationale entre les grandes puissances, au lieu de justement remettre en cause le pouvoir des grandes entreprises du numérique. Et de l'autre côté, ils se posent pas la question de la nature même de la technologie. Justement, ils ouvrent pas la boîte noire, la boîte noire de l'entre-secret, comme dirait Marx, de l'intelligence artificielle ou du numérique, en disant bon bah tout simplement, une fois que le numérique sera français, la plupart des problèmes seront réglés. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça en fait. Je pense qu'il faut commencer par exproprier les grands groupes du numérique, les mettre sous contrôle des salariés du secteur du numérique eux-mêmes. Voilà, enfin, il faut penser la question des trajectoires technologiques alternatives. Voilà, il y a tout un tas de problèmes qui sont en suspens dans ces. Oui, c'est vrai que le discours dominant, on a l'impression, c'est de dire on va copier-coller le modèle de développement de la Silicon Valley, mais on met une étiquette Made in France et là, les problèmes sont résolus, évidemment. Voilà. Non, mais je te rejoins absolument là-dessus. Écoute, moi, j'ai un peu balayé toutes les questions que j'avais. Je trouve que les pistes de dépassement, elles deviennent... c'est vraiment une question assez prégnante, en tout cas dans les cercles de gens qui réfléchissent à la technologie de façon critique. Donc, je trouve que tu ouvres des pistes intéressantes. La question du renouveau ludique est très, très intéressante. Alors, peut-être un dernier mot, mais être ludite en 2021, on s'attaque à quoi? Au data center? C'est quoi la machine à briser? C'est laquelle? La machine à briser, c'est le pouvoir des grandes entreprises de la tech. C'est ça la machine à briser aujourd'hui. Et ça passe moins par le bris des machines directes que par le fait que la gauche et le mouvement ouvrier puissent adopter une posture de refus. Et pas peur d'adopter une posture de refus. C'est ça, en fait, à mon avis, le début d'un ludisme du 21e siècle. Et de considérer, excuse-moi, j'ajoute un dernier élément, et de sortir du ludisme diffus et individuel et de penser la question de la technologie comme un enjeu collectif et politique. Voilà. Eh ben, c'était très clair. Merci beaucoup, Juan. Du coup, je rappelle le titre de ton essai qui est là. C'est donc un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle aux éditions Amsterdam. Ça se lit très vite. C'est un très bon texte. Merci beaucoup pour cet entretien et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.